Le cercle RH, notre débat focus aujourd'hui sur les indépendants. Alors c'est plusieurs statuts juridiques, on va y revenir. En tout cas, c'est un statut plébiscité par les jeunes qui sortent d'études, mais aussi par les salariés qui quittent leur poste de salariat pour prendre un statut d'indépendant. Ils sont souvent auto-entrepreneurs. On reviendra d'ailleurs sur les répartitions des statuts, mais en tout cas, ils cherchent la liberté. Et puis, il y a l'actualité, évidemment, nous rattrape dans l'émission, parce que le projet de loi va être voté définitivement à l'Assemblée nationale, là, dans les jours qui viennent. Vote définitif sur ce projet de loi des indépendants. Et dans les propositions, vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui avait lancé l'idée que les indépendants pourraient notamment avoir l'assurance chômage comme les salariés. C'est dans le projet de loi, évidemment, voté là en février. On en parle avec mes invités parce qu'ils connaissent, ce sont des experts de ce sujet. Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, le SDI. Vous avez augmenté votre nombre d'adhérents, à mesure qu'il y a de plus en plus d'indépendants ? Oui. Vous le sentez ? Oui, on le sent. On sent qu'il y a effectivement beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs individuels qui ont besoin aujourd'hui d'être de plus en plus représentés et informés aussi, soit dans la création de leur boîte, soit effectivement dans leur accompagnement. Donc oui. Donc ça pousse, comme on dit, c'est un statut ça pousse aussi, mais ça régresse aussi, parce que la situation économique sur ces entreprises n'est pas, on va dire, notamment sur les derniers mois, aussi folichonne qu'on pourrait l'imaginer. Crise Covid, certains secteurs, notamment la restauration, parce que vous... Entre autres, mais il y en a d'autres aussi. Ouais, les 2 derniers mois ont été compliqués quand même. Oui, l'événementiel et un certain nombre d'autres secteurs. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Laurent Grand-Guillaume, merci d'être là. Vous êtes le DGA, le directeur général adjoint de Freeland, qui est une plateforme de services, et vous êtes le porte-parole d'ITG, et vous êtes au service de ces indépendants, vous les accompagnez. Je vous pose la même question, parce que c'est vrai que vous êtes au contact de tous ces indépendants. Est-ce que l'activité progresse ? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes d'indépendants ? Clairement, oui, il y a beaucoup de demandes d'indépendants pour être accompagnés, qui créent leur activité, soit dans le cadre de transition professionnelle, et elles se sont accélérées, je dirais, avec la crise sanitaire. C'est-à-dire que les personnes ont la volonté de réaliser un rêve, un projet. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements de trajectoire en ce moment. Ça, vous le sentez en termes de chiffres ? On le sent tout à fait. Et puis chez les jeunes, puisqu'on accompagne par exemple des jeunes qui se lancent dans le domaine du numérique, et donc dans tout le domaine de l'IT, forte croissance du nombre d'indépendants, c'est énorme, avec beaucoup de demandes. Et là, on a des créations en auto-entrepreneur, en portage salarial, en société unipersonnelle, enfin tout statut confondu. Vous répondez à toutes ces demandes, pour être très précis. Oui, nous on accompagne tous les statuts. Juste quelques mots, parce qu'on va revenir ensuite sur les statuts, sur ceux qui souhaitent devenir... on peut être indépendant en créant une SARL, je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. On peut l'être, il n'y a pas de souci. Vous avez lancé un baromètre qui est très intéressant, parce que c'est le premier baromètre, et on découvre des choses passionnantes. C'est que 70% des indépendants se disent heureux au travail, contre seulement 55% des salariés. Laurent Grand-Guillaume, d'abord, comment vous l'expliquez ? Moi, j'ai mon point de vue, mais c'est parce qu'on accède à la liberté, c'est parce qu'on n'a plus de manager sur le dos et qu'on gère son temps comme on veut, je ne sais pas. Clairement, je pense qu'il y a un facteur avec le changement de ce qu'attendent les personnes dans les organisations du travail. Et c'est vrai que les organisations pyramidales, très verticales, finalement, ils n'en veulent plus. Voilà, avec un travail prescrit uniquement, où je n'ai pas la capacité de participer, de donner mon avis, ça marche de moins en moins. Voilà, déjà, premièrement. Et après, quand je choisis la liberté, finalement, j'aime bien cette liberté, j'ai envie de la conserver. Et donc... j'ai goûté, j'aime ça. Oui, parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup de situations subies, vous savez, dans l'indépendance. C'est vrai qu'il peut y avoir des situations subies avec des risques de requalification, ça arrive. Ça, c'est le débat de l'ubérisation du modèle. Par contre, on parle moins des situations subies aussi dans le salariat. Ça existe. Il y a des personnes qui ont un job et qui ne leur font pas rêver. Ça ne fait pas rêver. Et c'est un job qui permet de vivre, on va dire, et d'avoir un salaire, mais ça ne fait pas rêver du tout. 90% des femmes indépendantes dans le baromètre indiquent qu'elles veulent le rester. Et là, ça renvoie aussi à l'organisation de la vie personnelle. On est d'accord. Clairement, là, on est tout à fait, je pense, dans cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et avec des organisations, là encore, d'entreprises qui ne veulent pas s'adapter, où le télétravail, par exemple, c'est vu comme, oulala, attention, les personnes, elles ne vont pas travailler chez elles, donc il faut vraiment qu'on vérifie tout, quoi. Donc cette défiance qui existe en France, mais qui n'existe pas forcément dans d'autres pays, aussi forte, voilà, je pense qu'on en paye aujourd'hui le prix. C'est-à-dire qu'à force d'être dans un management un peu trop rigide et autoritaire, on a des fuites de collaborateurs. On le voit dans l'hôpital public. On a fait un débat à l'hôpital public. On voit des départs d'infirmières qui ne veulent plus faire ce métier. À partir du moment où moi, l'entreprise ne peut pas me garantir un job à vie aujourd'hui, en quoi je devrais être totalement loyal vis-à-vis de l'entreprise ?
C'est-à-dire que la contrepartie, finalement, de l'emploi à vie, c'était la loyauté. La loyauté. Aujourd'hui, si ça ne me va pas, je peux créer effectivement mon entreprise et puis faire autre chose. Marc Sanchez, vous aussi, vous observez depuis plusieurs années maintenant cette évolution, cette sociologie. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos indépendants, ceux qui sont dans votre syndicat, le SDI, ils viennent aussi prendre des informations, vous nous l'avez indiqué, mais j'imagine que voilà, vous prenez le pouls de ces indépendants. Ils se sentent bien dans leur statut ou pas, malgré les galères de certains secteurs? Alors, c'est vrai qu'à l'éclairage de la crise Covid, il y a quand même aussi des temporisations à avoir sur le statut d'indépendant et les difficultés qu'ils ont pu connaître, notamment d'ailleurs sur la partie protection sociale. On va y venir. Pendant justement cette période Covid. Donc, il y a peut-être des petites révisions à avoir sur ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on a constaté deux éléments. Le premier, effectivement, c'est qu'il y a un engouement à l'entreprise individuelle de plus en plus, mais en même temps aussi la volonté d'avoir une protection sociale quasi équivalente que celle du salarié. Le beurre et l'argent du beurre. Même si elle coûte plus cher. Non, mais excusez-moi. Et ça, oui, tout à fait, mais on va dire à niveau de cotisation constant, ce qu'on ne connaissait pas à l'époque encore. Et donc, nécessairement par rapport à ça, ce qui a été remarqué, c'est que depuis 2015 à peu près, on a beaucoup de créations, notamment avec les SAS ou les SASU, où le dirigeant donc est à la fois effectivement chef d'entreprise, mais en même temps salarié de sa structure, et donc a une protection sociale qu'il avait pu avoir avec effectivement l'activité de salariat qu'il avait avant. Donc il y a oui effectivement un regain vers l'activité d'indépendant ou d'entreprise individuelle ou de créer sa boîte, mais en même temps aussi une exigence en termes de protection sociale. Et d'ailleurs le projet de loi qui a été, qui sera voté d'ici à demain, effectivement, imminent, va essayer de répondre justement à ces exigences-là. Vous avez été député, je ne l'ai pas précisé, c'est une autre vie, mais enfin vous avez fait la loi, comme on dit, avec d'autres. Hein. Enfin, c'est pas tout seul la loi. Et il y a beaucoup travaillé sur l'entreprise individuelle d'ailleurs. C'est pour ça que je lui pose la question, parce que l'auto-entrepreneuriat avait tout souvent combattu. Il est né de la plume d'Hervé Novelli. Et à l'époque, je me souviens des débats qui étaient de dire mais il faut combattre ce statut, c'est une éponge à chômage. Finalement, tout le monde aujourd'hui ne le remet plus en question. D'autant qu'on ne dit plus auto-entrepreneur, mais on dit micro-entrepreneur, on a changé le nom. Ah, c'est un régime, hein, attention, le statut d'auto-entrepreneur, c'est un régime. Le statut en lui-même, c'est entreprise individuelle. Individuelle, c'est ça. Et à travers ça, vous avez la micro-entreprise. C'est ça. Alors, vous avez la micro-entreprise. Donc on dit plus auto-entrepreneur. Ben non, en fait, vous avez la micro-entreprise de pleine activité, et vous avez effectivement la micro-entreprise où vous avez à la fois une activité de salariat et puis en même temps une activité, on va dire, d'indépendant. C'est celle-ci, effectivement, qui est beaucoup ou qui a été pas mal critiquée par beaucoup de chefs d'entreprise à l'époque. On entend de Marc Sanchez, il y a un débat, et ça vous êtes confronté, vous, à travers ITG et la structure Freeland, c'est le débat de « je veux être indépendant, je le souhaite, mais en même temps, j'aimerais bénéficier de la même protection sociale qu'un salarié ». Est-ce que vous dites c'est une revendication qui est juste ? Ou est-ce que vous dites, après tout, quand on est indépendant, on est chef d'entreprise, donc on dégage du revenu, et avec ce revenu, on se paye sa propre cotisation. Modèle très libéral. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? D'abord, comme chacun le sait, la liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc le coût de la liberté, à un moment donné, c'est que voilà, je choisis un niveau de protection. J'ai différents moyens pour choisir cette protection. Je peux très bien créer une entreprise individuelle et donc avoir un niveau de protection qui va correspondre à cette situation. Je peux choisir un statut hybride comme le portage salarial où là, je facture mon activité par un tiers et c'est ce tiers qui garantit. Voilà, je paye des cotisations sociales, donc j'ai accès à l'assurance chômage, la retraite. Donc à ce moment-là, c'est Freelance et ITG qui prennent en charge cette question. C'est ça exactement, voilà, et qui facturent. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis de ne pas gérer l'entreprise, finalement. Je paye un tiers qui va faire la partie, on va dire, administrative. D'accord ? Ce qui est finalement confortable. Et après, je peux aussi choisir de gérer une entreprise en tant que telle, de la développer, et c'est un autre choix, qui n'est pas, d'ailleurs, il est souvent complémentaire, parce que des personnes qui passent par l'un et par l'autre, voire même les deux parfois, enfin, on voit toutes les situations. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, finalement, on a un large choix. Le champ des possibles est énorme. On a plein de possibilités. Et ce qui a fondamentalement changé par rapport à avant, on parlait des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises, c'est que certes, il y a un statut juridique et il y a un régime, mais il y a aussi un statut social. C'est-à-dire, je deviens entrepreneur. Moi, j'ai interrogé des personnes qui, par exemple, sont passées du salariat. J'ai un numéro de SIRET. Oui, ou alors, je change aussi de réseau professionnel. Vous voyez, j'ai accès. C'est plus sociologique ce que vous décrivez. Oui, c'est un autre champ
en fait, qui s'ouvre à moi. Et ça retranscrit pas mal dans les interviews qu'on peut faire avec les personnes. Juste ou pas juste de garantir la même protection sociale, puisqu'on va évoquer le projet de loi qui était d'ailleurs une promesse du président de la République. Il avait dit, après tout, il faut que personne ne soit à l'écart de l'indemnité chômage, notamment. C'est juste qu'il y ait une égalité. Ça ne sera pas le même niveau de. Non, parce que c'est un peu vendu comme ça, Laurent. Excusez-moi. Il y aura des protections supplémentaires, mais ça ne sera jamais la même protection. D'accord, non, mais c'est bien de l'entendre. Non, parce que c'est un peu vendu comme ça sera la même. Ça ne sera pas quand même la même protection. Non, il y aura des différences. C'est quoi la différence, Marc Sanchez ? Il y aura des différences, mais surtout, l'idée, c'est qu'on puisse, à hauteur de cotisation équivalente, avoir une protection sociale qui soit, on va dire, complémentaire et efficace. Quand vous êtes, par exemple, vous créez votre SAS ou votre SASU, vous devenez dirigeant, donc salarié de votre entreprise. Donc là, vous basculez dans le régime général et vous avez un taux de cotisation qui passe de 46% quand vous étiez au SSI à 63%. Donc vous avez effectivement une montée facialement des cotisations. Plus de 20% d'augmentation des cotisations. C'est pas gratuit et c'est un choix des dirigeants. Qui permet d'avoir une garantie mutuelle de santé. Alors pourquoi ce choix ? Très simplement, il y a eu un trauma avec le RSI à l'époque, que vous connaissez très bien, et qui a traumatisé une génération de dirigeants qui ont fait effectivement qu'aujourd'hui ils se sont dit écoutez, moi je préfère payer plus, y compris au régime général, mais avoir une protection sociale qui soit plus efficace. Pour aller au bout de mon idée, même si elle est plus chère. Le projet de loi, qui n'est pas une proposition, mais qui est un projet de loi gouvernemental, qui va être voté, va faire baisser le montant des cotisations versées par les indépendants ou pas ? Ou est-ce qu'ils continueront toujours à payer 63, voire plus, Il y a pour garantir leur santé ? Élément, par exemple, dans le dispositif social sur le PLI qui est intéressant. Le PLI. Le projet de loi pour les indépendants. D'accord. Qui permet vous êtes dedans, vous êtes dans le... Oui, je connais bien, et qui permet notamment sur la cotisation complémentaire d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui permet, donc c'est une cotisation volontaire, vous avez un dégrèvement qui est de 30%. D'accord. Voilà. Sur l'aspect, on va dire, social. En cas d'accident, je suis couvert. Voilà, donc ça veut dire que je vais opter pour avoir une cotisation volontaire, donc elle est facultative, mais si vous la prenez, vous aurez 30% sur le montant de votre cotisation, justement pour attirer et permettre à tous les dirigeants, à tous les entrepreneurs individuels, d'avoir effectivement une protection beaucoup plus efficace. Excusez-moi d'insister un tout petit peu. Mais en la payant, je précise. Je suis désolé de revenir, pour être très simple pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas indépendants et qui se disent je suis à deux doigts de me jeter dans ce statut, Laurent Grand-Guillaume ou Marc Sanchez, vous confirmez sur ce plateau que la protection sociale d'un salarié coûte moins cher. D'ailleurs, elle ne coûte rien aux salariés, puisque ce sont des cotisations qu'on lui retire sur son salaire. On est bien d'accord ? Arrêtez-moi si je me trompe. Le salarié, ça lui coûte quand même. C'est dégrévé, mais quand il reçoit sa feuille de paye, il la reçoit en net. C'est tout le débat sur le net et le brut. Et le brut. Donc, à partir du moment où il reçoit son net, il reçoit son net. Le coût est plus élevé lorsqu'on est indépendant. C'est-à-dire que le coût... Non, parce qu'en fait, vous allez pouvoir optimiser quand même au niveau des revenus. Expliquez-nous, parce que ce n'est pas si simple. Si je prends l'exemple, une entreprise individuelle au régime réel, vous allez déduire vos frais professionnels. Voilà, comme c'est le cas d'ailleurs en portage salarial, donc c'est spécifique. Et donc, vous allez pouvoir optimiser vos revenus. D'accord ? Parce qu'il y a une partie qui ne va pas être soumise à charge sociale. D'accord ? Bon. Avec des crêtes de chiffre d'affaires. Par contre, les protections derrière. C'est ça. Est-ce qu'on est bien protégé ? Un salarié sont plus importantes. Par exemple, si je prends le chômage, vous avez accès au chômage quand vous êtes en portage salarial, vous payez des cotisations chômage. D'accord ? Donc vous avez accès au chômage en prenant en compte vos revenus. D'accord ? Donc vos revenus passés. Donc vous avez un niveau qui correspond à ces revenus passés, alors que quand vous êtes indépendant, même avec la réforme, vous allez avoir un minimum, on va dire, forfaitaire, voilà, qui va vous permettre de vivre, certes. Non, mais par contre, vous allez pas pouvoir vivre de cette façon très longtemps, parce que ça sera quand même pas... C'est une petite somme par rapport à ce qu'on peut aujourd'hui recevoir. Non, mais c'est pas vendu comme ça, excusez-moi. Ça s'appelle pas chômage, ça s'appelle allocation. Et puis c'est un dispositif qui a été revu et corrigé, parce qu'il existe depuis 2019, il y a peu de monde. Qui n'a absolument pas fonctionné. Il n'a pas été utilisé, ou par peu de gens. Oui, parce que c'était impossible d'y arriver. Donc, alors on est bien d'accord. 1000 dossiers acceptés. On est sur un montant forfaitaire, on n'est pas sur des allocations chômage calculées sur les revenus précédents, parce que, je le redis, c'est parfois un peu un malentendu pour l'indépendant qui dit « je vais avoir une garantie chômage qui va me permettre de pouvoir tenir encore un an ». Non, c'est pas possible ça.
Pas possible. Hein. Enfin, si vous regardez, alors déjà les conditions d'exigibilité, puisque vous abordez le sujet sur l'ATI, donc il faut effectivement avoir cessé volontairement son activité, soit dans le cadre d'un plan de sauvegarde, d'un redressement judiciaire. Ça, c'était la version précédente. Elle a été étendue avec la loi aux cessations volontaires d'activité. Je ferme ma boîte, je décide. Et là, effectivement, il y a des conditions de revenus, donc il faut avoir moins de 10 000 euros sur la première et la deuxième année pour pouvoir y accéder. Par ailleurs, par an. Oui, tout à fait. Ouais. Et pour les cessations volontaires, c'est moins de 10 000 euros sur l'année N-1. Et il on faut touche avoir combien ? moins de 30%. C'est quoi le... Alors, vous pouvez toucher jusqu'à 800 euros pendant 6 mois. C'est ce que j'ai lu, d'accord. Ça, c'est le plafond. Et vous avez un plancher à 600 euros. Donc, c'est bien ce que dit Laurent Grand-Guillaume. C'est une aide, c'est un soutien, mais ce n'est pas du revenu. Et puis, il faut prendre un élément en compte. C'est que si on prend les auto-entrepreneurs qui forment la plus grosse croissance d'indépendants. C'est eux qui sont les micro-entreprises. Ouais. Vous savez comment que l'essentiel des micro-entreprises réalisent peu de chiffre d'affaires, donc ils ne vont pas forcément moins de 35 000 dans le seuil qui est défini pour avoir accès à l'ATI. Ce dont on parlait. Donc ça en élimine une partie. Et je rappelle qu'il y en a une autre partie qui ne réalise aucun chiffre d'affaires aussi. Il faut bien être conscient que vous avez quasiment un peu moins d'une sur deux. Oui, clairement. Ils ne font pas de chiffre. Pourquoi ils ouvrent un statut ? Ils essaient. Voilà, ils ont tenté, ça ne marche pas. Ils essayent, c'est en sommeil, c'est dans le cas où. Au cas où, c'est ça. Exactement. Voilà. Il faut relativiser, bien sûr, comme vous le dites, les éléments. Donc, mais c'est bien, en tout cas, c'est une avancée. Alors, il faut préciser, par contre, sur ce dispositif qu'il n'a pas de contrepartie en termes de cotisation. C'est ce qui bloquait d'ailleurs au niveau des organisations patronales gestionnaires et qui disaient oui, attendez. Il faut que ça rentre. Hein. Voilà, c'est ça. Bah oui, il faut qu'on fasse rentrer de l'argent dans les caisses pour les cotises. Oui, c'est le système français. Juste le projet de loi qui va donc, on le redit, on est vraiment là dans le cœur de l'actualité. Vous le soutenez ce projet de loi parce qu'on vous sent, vous dites c'est bien, mais oui, vous le soutenez, Marc Sanchez. Oui, on le soutient dans le sens où c'est déjà le premier projet de loi depuis 1994 qui est consacré effectivement aux indépendants. Aux travailleurs indépendants et à l'entreprise individuelle et qui définit effectivement que ce soit sur la protection du patrimoine privé, l'allocation du travailleur indépendant, des dispositifs en termes de fiscalité et des dispositifs d'un point de vue sociétal qui sont quand même, on va dire, valorisants et qui vont permettre de mettre des jalons pour le développement et l'essor des entreprises individuelles. On protège l'entrepreneur. Oui, ce qui est important, c'est qu'on fondamental, on avait un système fiscal jusqu'à présent, si vous voulez, qui reposait sur l'impôt sur le revenu, qui était donc fixé sur ces entreprises individuelles en fonction du bénéfice réalisé. Il n'y a pas d'IS. Donc, ça, si vous voulez, on n'avait pas intérêt, finalement, à trop développer, parce qu'il y a un moment donné, on avait payé de plus en plus d'impôts sur le revenu. Évidemment. Donc là, le système fiscal tel qu'il va être conçu devrait permettre, au contraire, de favoriser la croissance de l'entreprise à travers ses biens professionnels. Et séparer des biens personnel. Donc ça, c'est un changement. Enfin, je trouve que c'est un des changements les plus importants pour les années qui viennent, parce qu'en France, on aime bien les petites entreprises, mais il faut qu'elles grandissent. Il faut qu'elles grandissent. Et ça, pour vous, c'est un levier d'accroissement de nos entreprises pour créer de l'emploi, faire du chiffre d'affaires et développer. Après, il y a la question des transmissions, qui est un autre sujet encore. Mais on en revient à ce qui était le dispositif de l'auto-entreprise à sa création, c'est-à-dire un pied à l'étrier pour créer son entreprise. Pour aller plus loin ensuite. Pas un régime qui devient un régime à vie. Non, là, on est dans un dispositif. Alors, il y avait le dispositif. On est entre les deux, là, Marc Sanchez. Comment ? On est en train de créer un dispositif à vie. Avant, c'était une passerelle pour créer une SARL, pour aller plus loin. Mais à partir du moment où vous avez une protection qui est liée, vous allez développer une activité. À partir du moment où vous allez avoir des marchés qui vont s'ouvrir, etc., vous allez avoir la possibilité, par ailleurs, de pouvoir changer de statut, de passer d'une EI peut-être parce que vous avez un développement d'activité en voulant engager un salarié, en passant par une SAS ou une SASU, etc. Donc, et avec des protections qui sont liées, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est une vraie avancée pour ça. Vous, ça change quoi chez ITG et Freelance le fait que, et vous avez raison de le souligner, Novelli disait que c'était à l'époque le ministre en charge des PME, c'était un tremplin. On crée son entreprise, on voit comment ça marche. C'est ça. Et puis au-delà d'un chiffre d'affaires, il faut basculer vers des statuts, je dirais, plus traditionnels. Vous souscrivez cette idée ou vous dites, après tout, on peut aussi être très bien dans un statut de SASU, d'auto-entrepreneur au micro-entrepreneur et très bien gagner sa vie? Vous voyez, ce qui nous importe, c'est comment développer une activité. C'est-à-dire qu'on peut débattre pendant des années des statuts juridiques, et on aime bien ça en France, débattre des concepts. Donc là, on débat encore des statuts. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on a le choix entre plein de statuts différents. Et en fonction de si je veux gérer ou pas une entreprise, du niveau de protection, etc. Après, pour moi, la question qui importe le plus, c'est comment je développe une activité. C'est-à-dire comment je fais pour que mon activité devienne rentable. Bien sûr, et que j'en vive et que je crée de l'emploi. Et c'est là souvent que le bas blesse. Parce qu'on passe tellement de temps
à définir quel devrait être le statut juridique que je devrais choisir, qu'on en oublie l'essentiel. C'est-à-dire, j'ai une belle idée, très bien, et j'ai un beau statut juridique. Et après, j'ai des clients, j'ai... Après, comment je fais? Voilà. Et c'est, je crois, là où c'est le plus important, c'est la formation sur les compétences entrepreneuriales, c'est comment je forme les personnes à développer leur activité. Mais au fond, tout le monde est indépendant, non? C'est qui ceux qui ne sont pas indépendants? Je mets bien sûr de côté les salariés, parce que ce ne sont pas les indépendants, mais toute entreprise, ce sont des indépendants. Ah oui. Alors après, vous avez les statuts hybrides. C'est ça. Alors dans les hybrides, au final, c'est un terme très générique, indépendant. Tout le monde est indépendant. Oui. Après, en tout cas, si on prend la question des statuts juridiques en tant que tel, où il n'y a pas de lien de subordination. C'est ça, on est d'accord. J'ai un donneur d'ordre. Voilà. En gros, exactement. Ou un client qui me donne... ce qui est important, c'est que vous avez les statuts juridiques d'entreprise individuelle et vous avez les statuts de tiers qui se développent, c'est-à-dire le partage salarial, les coopératives d'activité, les couveuses, qui sont effectivement là pour un temps. Elles m'accompagnent pendant 6 mois. C'est la passerelle. Voilà. C'est ça, Bon, très bien. Eh bien, tous ces statuts forment une famille des indépendants de plus de 3 millions de personnes en France. Et qui progresse, on est bien d'accord, vous le confirmez, pour boucler la boucle de notre débat. C'est un statut qui est plébiscité dans le contexte, 1, du Covid, où on s'est remis en question, et 2, d'un salariat où les gens se sont un peu usés dans leur mission, dans leur fonction, et se disent, après tout, je tente. Ce n'est pas du tout pour freiner les désirs de ceux qui nous regardent, mais vous les mettez en garde contre quoi? Bon, ce projet de loi les accompagne, ce projet de loi est positif, il les protège. Il y a des dangers quand même? C'est quoi c'est pas de clients? Laurent l'a souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les meilleurs statuts et la meilleure protection sociale que si on n'a pas de clients, ça ne marche pas. Si votre projet il est foireux, ça ne marchera pas. Et si vous ne savez pas le développer, si vous n'avez pas la formation pour pouvoir le faire, ça ne fonctionnera pas exactement de la même manière. Donc il faut à la fois effectivement travailler sur la formation, et notamment la formation continue du chef d'entreprise à tout point de vue. C'est être formé sur son produit, mais être formé aussi du point de vue de la fiscalité, juridique, sur le financier, bien sûr. Savoir négocier un crédit, savoir effectivement analyser une comptabilité, etc., etc. Il y a tous ces éléments-là dont il faut tenir compte. J'ajouterais la posture aussi. La posture, c'est-à-dire, on m'a prescrit un travail. Ok, très bien, j'exécute le travail. Mais là, maintenant, je dois aller voir quelqu'un pour lui proposer une offre et la vendre. Ma valeur ajoutée, parler d'un prix. Marketer une offre. Voilà, ça s'apprend. Et ça, vous les accompagnez aussi pour être très concret? Nous, on les accompagne concrètement. Dans la soft skill du décideur, quoi. Oui, ce sont des compétences entrepreneuriales, quoi. C'est-à-dire, quel que soit le statut juridique, c'est comment je vais vendre mes prestations, comment je vais m'adapter aussi à mes clients, écouter leurs besoins. Juste un mot, parce qu'encore une fois, il y a une passerelle intéressante dans vos activités. Vie d'avant député, c'est la fin du travail salariat où vous dites on est en train de trouver un point d'équilibre. Je ne pense pas. D'abord, la population active augmente, le nombre de salariés augmente, c'est vrai. Ne diminue pas. Le statut le plus commun en France, c'est le contrat à durée indéterminée, parce que jusqu'à preuve du contraire, pour avoir un crédit dans une banque, il vaut mieux avoir un CDI ou avoir une entreprise suffisamment rentable. C'est dur quand on est indépendant. Hein. C'est dur, c'est très dur. Il y a beaucoup d'indépendants qui n'arrivent pas à avoir accès au crédit, par exemple. Ça, la loi ne jette pas un œil dessus pour dire aux banques faites un petit effort avec les indépendants, ils vous apportent des chiffres d'affaires, des revenus, ils disent non. La loi dit simplement rend inaliénable le patrimoine privé du chef d'entreprise. D'accord, mais c'est... Voilà. Mais par contre, elle n'oblige pas la banque à ne pas vous demander par une clause de renonciation à gager votre patrimoine. Ah oui, c'est de gré à gré. Exactement. Alors, il y a quand même des éléments. Donc ils vont pas s'en priver, c'est ce que vous dites. Bien évidemment. Après, il faut être Après, on pourrait développer des sociétés il y a des sociétés de cautionnement mutuel. Elles pourraient se développer beaucoup justement, plus. c'est un sujet que le SDI avait évoqué, les sociétés de cautionnement mutuel, c'est-à-dire. Expliquez-nous. C'est des entreprises en fait qui permettent de gager le crédit pour le compte donc de l'entreprise. Pour éviter de mettre sa maison. Exactement, tout à fait. Il fait une garantie. Bien évidemment, il y a des éléments. Le coût est plus important nécessairement. Donc le coût du crédit est plus important. C'est des solutions qu'on avait préconisées dans les discussions qu'on avait eues notamment sur ce sujet-là, qui ont été écartées par le gouvernement pour simplement des raisons de complexité à mettre en place et du fait qu'ils n'arriveraient pas, ou que les sociétés en question n'arriveraient pas à gérer le flux massif de dossiers. Donc ils avaient l'impression qu'ils allaient être engorgés de demandes d'indépendants disant je veux acheter à mon appartement. Mais c'est dommage ça. Mais ça reste une piste à travailler. Parce que c'est un développement économique intéressant. Il faut créer une entreprise. Il ne faut pas oublier un truc. C'est ça, il faut devenir indépendant de la garantie. Le Parlement a été quand même très
sensible justement au lobbying de la FBF qui voulait justement essayer de limiter le plus possible cette inaliénabilité. Et donc il y a un rapport qui doit être remis justement sur la pratique bancaire concernant la protection du patrimoine privé dans les 2 prochaines années. Et on verra effectivement s'il est bon qu'on joue le jeu. Enfin, avant, il nous reste moins d'1 minute, mais en conclusion, les indépendants vont avoir une amélioration de leur qualité, je dirais, professionnelle et leur vie, tout simplement. Il reste quand même ce bémol, vous êtes d'accord ? C'est l'accès à la propriété pour les indépendants, ça bloque. Enfin, s'ils n'ont pas de patrimoine d'héritage, ils n'accèdent pas à la propriété. Surtout dans les métropoles aujourd'hui où le prix est très cher. Flambé, oui, c'est compliqué. Ouais. Et ça, c'est votre prochaine bataille ou vous avez décidé de ranger les armes parce que vous ne pouvez pas vous battre sur ce sujet ? Non, mais c'est lié bien évidemment à des conditions de revenus, puis aussi à des conditions d'urbanisme. Enfin, il y a des tas de problématiques annexes aussi qui viennent se greffer à ça. Si vous regardez par exemple un commerçant ou un artisan qui veut s'installer dans un centre-ville, à Paris ou dans une grande ville, c'est très compliqué. Vous avez l'urbanisme commercial au niveau des loyers, très cher. C'est une catastrophe. En termes d'habitation, j'en parle même pas. Donc ça accentue la paupérisation des centres-villes aussi. Donc, exact. C'est un mot de conclusion. Non, mais c'est aussi une chance pour d'autres territoires. C'est-à-dire que j'ai regardé précisément l'étude de l'INSEE qui est sortie ces jours-ci sur les indépendants. Oui. Et vous avez en fait le nombre d'indépendants par région. Oui. Et ce qui serait intéressant, c'est de regarder à l'intérieur des régions. Car il y a plein de territoires aujourd'hui, notamment dans des petites villes, où il y a des indépendants qui s'installent. Des transferts de population. Voilà, des commerces de proximité, des métiers d'accompagnement des personnes. Enfin, donc là, ça serait intéressant à regarder finement. Allez donc voir le rapport de l'INSEE sur les indépendants. Et là, le projet de loi, puisqu'on est dans l'actualité, sera voté dans les jours qui viennent, justement concentré sur les indépendants. C'est la première fois. Les indépendants étaient souvent traités par voie d'amendement et par niche. Là, c'est un vrai projet de loi. Merci, messieurs, d'être venus nous éclairer sur l'amélioration de la protection des indépendants. Merci à Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, le SDI. Et merci à Laurent Grand-Guillaume, vous êtes le directeur général adjoint de Freeland et le porte-parole d'ITG qui accompagne avec une multitude, on l'a dit, de possibilités, tous ces indépendantes et indépendants. Restez avec nous, ces fenêtres sur l'emploi. On parle de la marque employeur avec Thierry Bismuth qui n'est pas toujours bien employé. On va en parler avec lui tout de suite.